Et c'est comme toujours un livre événement. La valse de l'adieu nous transporte de la Vendée, à peine sortie de la Grande Guerre, à la Russie où la neige fait le linceul de la Grande Armée de Napoléon. C'est la valse de l'adieu, le nouveau roman historique de Philippe de Villiers qu'il vient présenter sur TV Liberté. Bonjour Philippe de Villiers. Bonjour Martial. Merci beaucoup d'être avec nous. On pensait que vous aviez quitté la politique, on vous a retrouvé avec Éric Zemmour. On s'attendait donc à un livre politique et on obtient un ouvrage historique qui tisse le roman national. Vous êtes imprévisible. Non, tout à fait prévisible. Je vais de l'histoire passée à l'histoire présente. Et si on veut incarner l'histoire présente, y prendre sa place avec ses convictions, il vaut mieux connaître et faire connaître et aimer et faire aimer l'histoire passée. L'idée, c'est pas de regarder vers le passé parce que le présent, on l'a vu et on a un peu de dépit. En fait, quand on aime l'histoire, on a deux vies. On a la sienne propre, avec ses épreuves, avec ses leçons. On voit vivre les gens, on se voit vivre, on se connaît, on connaît les autres. Ça s'appelle l'expérience. Et peut-être, au terme de la route, la sagesse. Et l'histoire, en fait, c'est la vie des autres. Et donc, connaître l'histoire, c'est apprendre à connaître une autre vie que la sienne. Quand vous connaissez la vie de Duquesclin ou de Charette, ou même de nos politiciens d'aujourd'hui, vous voyez d'autres épreuves, d'autres expériences, d'autres sagesse ou manque de sagesse. Vous voyez dans une espèce de miroir déformant ce que vous vous apprêtez à vivre. Et en fait, le propre d'une civilisation, c'était déjà vrai pour les Grecs et les Romains, c'est d'enseigner l'histoire passée pour éviter les erreurs présentes. On va parler donc de la valse de l'adieu, en vente sur la boutique TVL, boutiquetvl.fr. Vous portez en vous cette histoire depuis votre enfance, vous l'avez indiqué, et vous vous glissez dans la peau de votre héros, Jean Grenille, dont on a du mal à cerner parfois le comportement. Jugé par les uns poltron, par les autres intrépides, il dit de lui-même qu'il vivote dans un entre-deux. Et ça ne vous ressemble pas. Oui, oui. Non mais, en fait, pourquoi je porte cette histoire depuis l'enfance? Parce qu'elle est vraie. Et avec mon père et ma mère, quand on passait aux 4 chemins de Loire pour aller au Mont des Alouettes, qui était notre Everest à nous, de 152 mètres de hauteur, à chaque fois, mon père et ma mère nous racontaient la même histoire. Regardez là, c'est là que la berline est arrivée. Elle s'est arrêtée, l'empereur est descendu. On lui avait préparé un échantillon de Vendéens célèbres, bleus et blancs, qui avaient fait la Grande Guerre, la guerre de 93, la guerre de Vendée. Alors il s'est arrêté devant une jeune fille qui était habillée en hussard. Il a tout de suite compris qu'elle avait tué un hussard. Elle l'a regardé avec des yeux de feu et elle a répondu à sa question « Mais vous, mademoiselle, comment vous appelez-vous » « Louise Grenille. Et vous faisiez quoi pendant la Grande Guerre ?»« Monsieur l'Empereur, j'étais blanche. » Et en fait, Napoléon est surpris, il sourit, et il passe au suivant, qui a une écharpe, et dit « Vous êtes le maire? C'est une de vos administrées ?»« Non, c'est ma sœur. »« Ah. Et vous, alors, pendant la Grande Guerre ?» Il hésite, il dit « Sire, vous avez fait quoi pendant la Grande Guerre? J'étais neutre. » Et là, l'empereur le foudroie. Vous n'étiez qu'un Jean Foutre. Cette histoire date du 8 août 1808, à 7 h du matin. L'empereur a voulu visiter la Vendée pour panser les plaies de la Vendée, dit-il, et aussi pour aller célébrer sa capitale, qui ne s'appelle pas La Roche-sur-Yon, qui s'appelle Napoléon, Napoléon Vendée. Et donc il s'arrête aux 4 chemins de Loire, et il a sa cassette, la cassette impériale, justement pour panser les plaies. Mais à partir de cet instant, le Jean Foutre, puisque c'est ainsi qu'on l'appelle, il s'appelle Jean Grenille, il va garder son prénom, mais il va perdre son nom. Il va être rejeté pour un seul mot. Rejeté par toute la population. Alors, vous l'avez très bien dit, parce qu'il est dans un autre-deux. C'est-à-dire qu'en fait, les Blancs, les anciens Blancs disent il est bleuâtre, il est neutre, donc plutôt du côté des Bleus, mais ils n'osent pas le dire. Et les Bleus, les anciens Bleus, disent il est blanchâtre, c'est un blanc déguisé en neutre. Voilà. Et il va perdre sa mairie, et il va perdre surtout son atelier. C'était un ménestrier, c'était un luthier, un artisan d'instruments buissonniers.
un luthier, mais un luthier du pauvre, le luthier des granges. Et là, il va tout perdre, et c'est le début d'une aventure incroyable. Mais ce qui va le sauver, c'est qu'il a l'oreille absolue. Quand vous, Martial, vous entendez un son, lui, il en entend 50. Et il va fabriquer un instrument qui s'appelle le violon d'Aulne. C'est un instrument qui sonne comme le violon et qui est vendu au prix du sabot dans les granges. Et ça va le conduire à des rencontres inattendues, j'en dirai pas plus pour les lecteurs. Revenons au 8 août 1808, on est effectivement sur un lieu symbolique, les 4 chemins de Loie. Et là, on fait, donc vous l'avez dit, un moment d'unité, et on vient saluer Napoléon parce qu'on a une Vendée nouvelle. Le peuple avait laissé au pré plaie vive et déploration. Mais au fur et à mesure du roman, on se dit, est-ce que c'est véritablement le cas? Est-ce que la paix civile qui a été ramenée est véritablement qu'une paix d'apparence? Oui, c'est une paix d'apparence, parce que, en fait, Napoléon, l'empereur, va commettre l'irréparable avec la campagne de Russie. Il y a un ami, un proche de Rogronil, qui est fifre d'honneur et qui est un militaire de carrière qui a fait l'Égypte, qui a fait Rivoli, etc. Et qui dit à Rogronil, on aurait pu rester 14 jours à Moscou, on est resté 34 jours. C'est un caporal, ou plutôt c'est un conscrit impubère. C'est-à-dire qu'en fait, Napoléon n'écoutait plus personne parmi ses officiers. Et quand il a décidé de faire la campagne de Russie, il n'a même pas fait attention à la saison. Il n'a pas ferré les chevaux. Il n'a pas prévu des traîneaux pour les impédimenta, etc. Et donc, il s'est comporté comme un caporal corse, alors qu'il était nimbé de l'auréole du vainqueur d'Austerlitz. Et donc, tous les soldats qui l'ont suivi, et qui ont laissé leur peau là-bas, ont cru jusqu'au bout que c'était Napoléon l'invincible. Et puis ils ont découvert, à leur détriment, qu'en fait c'était un grand consommateur de viande humaine et qu'il a sacrifié à sa gloire personnelle à la fois une armée et un peuple. Pourquoi un peuple? Parce que la France est sortie diminuée de cette épreuve. Voilà. Les rois avaient laissé une France prestigieuse, avec une diplomatie. Les rois étaient économes du sang des Français. Et là, on a un ogre qui quitte sa Corse et assouvit une ambition démesurée, excessive. Et au nom de cette ambition, il va laisser une France diminuée. Une France qui ensuite sera envahie plusieurs fois et qui ne cessera de se rétracter comme une peau de chagrin. Il y a quand même... Tu sais, il y a une phrase de Bainville que je me suis souvent répétée. Sauf pour la gloire, sauf pour l'honneur, il eût mieux valu qu'il n'eût pas existé. Mais vous me direz, Martial, la gloire et l'honneur, ça compte. Donc... Philippe, il y a quand même une ambiguïté. Philippe de Villiers, il y a quand même une ambiguïté dans votre propos. Vous prenez le roman national. Bon, un des chantres du roman national, c'est Ernest Lavis, l'historien par exemple, qui lui avait fait de Napoléon l'empereur valeureux, le protecteur de la nation. Et vous êtes dans la situation, pardonnez-moi de vous le dire, mais de déboulonner la statue. C'est quoi le roman national si on déboulonne les statues de celui que d'autres cherchent à déboulonner d'ailleurs? Non, alors, moi je ne déboulonne pas du tout la statue, c'est beaucoup plus nuancé que ça. La preuve, c'est que Jean Rogronil, en fait, il va devenir fifre d'honneur, et on est au milieu du livre, et en 1812, il considère que Napoléon, finalement, est un soldat objectif qui récompense les bravoures, les vraies bravoures. Bon. Donc simplement, il y a l'épisode de la campagne de Russie qui est absolument impardonnable. Voilà, c'est tout ce que je dis. Alors, retirade, ce que vous appelez la retirade, la retraite. Oui, voilà. Mais je réponds à votre question sur le roman national. Il faut bien savoir d'où vient le roman national. Ernest Lavis, qu'on a appelé l'instituteur national, que vous venez de citer, en fait,
qu'est-ce qu'il constate après la défaite de Sedan? Il constate avec d'autres historiens républicains, il va y avoir Quicherat, Jules Quicherat, il va y avoir Michelet, puis plus tard il y aura Anatole France, etc. Il y a beaucoup d'historiens républicains qui se disent on n'a plus le Saint-Crème, qui était le fédérateur de la légitimité, le sacré d'incarnation, la sacralité d'incarnation. Et il faut remplacer le Saint-Crème. Il faut un Saint-Crème de substitution. Et donc le récit national légendé sera le Saint-Crème de substitution. Et c'est ainsi que tous ces historiens ont décidé d'aller chercher la petite bergère à Don Rémy. Ce n'est pas l'Église qui est allée la chercher, ce sont les historiens républicains. Ils sont allés chercher Clovis, évidemment le Saint-Crème, Courbevoie, Fière-Sicambre, et ils ont décidé de faire monter le soleil d'Austerlitz derrière le tableau noir. Et ça a donné les hussards noirs de la République qui ont formé les générations qui sont allées dans la tranchée des baïonnettes. Voilà. Le problème, c'est que le roman national, qui était un Saint-Crème de substitution, a fonctionné un certain temps, jusqu'en mai 68, où il s'est pris un cocktail Molotov tiré depuis la Sorbonne occupée par Cohn-Bendit. Et depuis, il n'y a plus de roman national. Alors, je préfère qu'on discute de tel ou tel point du roman national pour savoir si on est d'accord ou pas d'accord sur Napoléon, etc., ou sur Gambetta, etc., que d'être suspendu au-dessus du vide. Parce que aujourd'hui, on est une nation qui n'a plus de rempart et où il n'y a plus la maison. La maison ne sait plus où elle habite. Il n'y a plus de roman national, donc il n'y a plus de lien. Une nation, c'est un lien amoureux. Et si vous n'avez plus un peuple amoureux, qui ne sait plus d'où il vient, il ne sait plus où il va, donc il n'y a plus la maison et il n'y a plus le rempart. Et il y a l'ambassadeur de Cyrène en 399 qui a alerté l'empereur de Constantinople. On est en train de vivre ça. Et il lui dit, voilà, on a confié le limès au Barbaricum. Une nation qui confie le limès au Barbaricum, une nation qui ne tient plus compte de l'éducation nécessaire et de la transmission du patrimoine romain pour ses enfants, une nation qui ne cultive plus l'adoration de ses dieux et qui les délaisse, une nation qui ne pense plus au respect du mos maiorum, de la fides et de la pietà, c'est une nation qui va mourir. Et cette phrase me fait penser à ce que je dis quelque part dans ce livre. La différence entre un homme et une civilisation, c'est que l'homme meurt, puis il se décompose. Une civilisation, c'est l'inverse. Elle se décompose avant de mourir. Nous sommes dans cette situation. Bon, vous signez quand même le propos de la vis historique. Tu dois aimer la France parce que la nature l'a fait belle et parce que l'histoire l'a fait grande. C'est toute l'histoire de votre vie aussi. Comment ? Tu dois aimer la France. Oui. Parce que la nature l'a fait belle, parce que l'histoire l'a fait grande. C'est toute votre histoire aussi. Alors, oui, mais moi je dirais que j'ai introduit une toute petite nuance par rapport à la vis. C'est qu'aujourd'hui, et c'est le sens des livres que j'écris, hein, j'en écris d'autres. Bon, j'ai aucune prétention, hein, je suis ni romancier ni historien. Je suis un historien et romancier du dimanche. Mais je compense mes défaillances par beaucoup d'amour. Et justement, quand je regarde le roman national d'Ernest Lavis, je me dis, bon, ça date d'une époque. C'est l'époque de Vidal de la Blache, le grand géographe, qui faisait tourner la map monde et qui disait, regardez, Martial, toutes ces taches roses, c'est la France. La France est belle, mais surtout elle est puissante à l'époque. On ne peut plus dire ça aux jeunes, qui sont des écorchés vifs, qui ne savent plus du tout ce qu'est la France. Ils pensent que c'est un hexagone, puisque les politiciens le leur disent, avec des statistiques. Il n'y a plus de frontières. C'est l'évangile des droits de l'homme, qui deviennent les droits de l'homme capricieux, avec la possibilité pour un enfant de 8 ans de choisir son sexe, etc. Donc on est perdu. Donc moi je pense qu'aujourd'hui, dire à des jeunes, regarde la France parce qu'elle est puissante, parce que c'est une grande nation, ça ne marche plus. Il faut leur dire, regarde la France parce qu'elle est belle.
En d'autres termes, la France est un acte d'amour. Et il faut franciser nos songes. Le roman national, aujourd'hui pour demain, c'est une mise en image allégorique qui permettrait à des générations d'ignorants, qui sont les générations que nous avons sous les yeux, de célébrer la France. Aujourd'hui, la déséducation nationale, elle fait grandir des plantes d'hébétude qui promènent leurs étourdissements dans l'air du temps. Et on a, à côté des jeunes Français, qui sont ignorants de leur histoire, je voyais récemment dans la rue là, un jeune garçon de 12 ans, 13 ans, qui me demandait si Louis XIV c'était avant Saint-Louis. Oui. Donc il n'y a plus de chronologie. En fait, l'histoire a été livrée aux sciences sociales jargonnantes et mortifères. On a tué l'épopée. Ils ont tué tous les héros et on a transformé les historiens en médecins légistes. C'est-à-dire qu'en fait, ils dissèquent le cadavre de l'histoire de France. Voilà. On a complètement oublié le mot de Saint-Aignan. Si vous trouvez que la légende est plus belle que l'histoire, alors imprimez la légende. Voilà. Et il n'existe pas dans l'histoire du monde, dans l'histoire des nations, dans l'histoire des peuples, l'exemple d'une nation qui perd le fil de ses souvenirs et qui survive. Ça n'existe pas. Donc, nous, on avait une nation, c'est des souvenirs communs, un art de vivre, une langue. Les trois sont attaqués. Souvenirs communs, on vit un véritable mémoricide, on ne transmet plus. L'art de vivre, on a la tenaille wokiste et islamiste qui cherche à nous déciviliser pour nous reciviliser, mais ce n'est pas notre civilisation, ça n'est plus la nôtre. Et enfin, la langue n'est plus nationale, elle est inclusive. Voilà. Et donc, face à tout cela, il y a une urgence absolue. Et donc, l'urgence absolue aujourd'hui, c'est d'aller sur les estrades pour protester, avoir le courage de dénoncer l'absence d'amour de nos politiciens, l'absence d'amour de la France, parce qu'ils ont décidé de faire autre chose. Soit leur passion c'est l'Europe, soit leur passion c'est le monde. Ils sont européistes, multiculturalistes, mondialistes. Et l'urgence c'est aussi d'écrire pour transmettre. Et par exemple, vous savez que 80% de mes lecteurs, quand j'écris Clovis, Jeanne d'Arc, etc., sont des jeunes de moins de 20 ans. J'en doute pas. L'idée d'utiliser le patois, d'utiliser des termes anciens aussi, c'est véritablement ça, en disant, ben voilà, tout cela aussi, ça a disparu. Si ça a disparu, la langue française disparaîtra aussi, c'est ça, le sens de... Alors, sur le patois, je voudrais juste faire un petit retour en arrière. En 1984, j'entends à la radio que le prix Nobel de littérature est attribué à une Québécoise qui s'appelle Antonine Maillet et qui a commis un livre en patois québécois qui s'appelle Pélagie la charrette. Et là, je dis à mon épouse, tu vois, moi, je voudrais faire ça. Parce qu'en fait, le patois québécois, il vient du patois vendéen. Parce que les Québécois sont partis de l'Ouest. Depuis La Rochelle, il y a beaucoup de Québécois qui sont sortis de la Vendée, comme M. Bourassa. Par exemple, c'est Bourrasso. Bon. Et je lui dis, moi, je pense que je suis capable, puisque c'est ma langue maternelle. J'ai parlé le patois jusqu'à l'âge de 13 ans. Le français, c'est ma deuxième langue. Bon. Et donc, j'avais cette idée depuis longtemps. Et donc, j'ai caviardé le roman de mots de patois, mais qui sont évidemment... très compréhensibles. Accessibles. Mais vous m'avez dit une chose, je n'ai pas répondu. J'ai l'impression de revivre aujourd'hui ce que j'ai vécu enfant. Quand j'étais enfant, je me disais, ma langue, elle est en train de partir. Ils vont la tuer. Ils vont tuer les langues régionales. Bon. Et ma langue, elle a disparu. Or, c'était, si vous voulez, c'était le patois sonnait comme un cristal inimitable pour moi. Derrière le patois, il y avait des mœurs, un art de dire, un art de rire, un art de vivre, un art de pleurer, un art d'apprivoiser l'ultime. C'est-à-dire que c'était avec des gens simples, rudes, qui mettaient dans chacun de leurs pas, dans chacune de leurs interjections, un peu de poésie.
Et qu'est-ce qu'on est en train de vivre? On est en train de vivre en grand ce que j'ai vécu en petit. C'est la disparition de la langue française. Et il y a des gens qui sont à la manœuvre, les islamistes, les wokistes et les politiciens français, qui en fait ne sont plus capables de défendre notre bien supérieur, la langue française. Je crois que c'est Daudet qui disait quand celui qui tient sa langue, c'est comme s'il tenait les clés de sa prison. On ne tient plus les clés de la prison. On revient à l'ouvrage. Difficile de ne pas trouver troublant au regard de l'actualité. Cet échange entre Jean, donc le héros, et un moine jésuite, on est dans un couvent à Polotsk, en actuelle Biélorussie. Le moine dit au héros, encore incrédule, « Vous ne connaissez pas les Russes, avec eux, il ne faut pas s'attendre à un système de guerre comme avec les autres nations de l'Europe. » Et il ajoute, « Si vous n'obtenez pas la paix avant la mauvaise saison, aucun de vous ne reverra sa patrie. » Et ces phrases, elles prennent tout leur poids, tout leur sens avec l'actualité dans le conflit ukrainien. Est-ce que c'était voulu? Pas du tout. Non, d'abord, ce livre, j'ai mis 40 ans à l'écrire. Peut-être la dernière phrase. Et 4 ans à le publier. Non, ça n'a rien à voir, c'est vraiment une coïncidence. Mais peut-être vous voulez aborder la question. Oui, c'est pas une coïncidence. On se dit qu'effectivement, aujourd'hui, on voit bien que s'en prendre à la Russie, c'est pas sans risque. Et en retour, il y a vos propos de 2014 qui restent bien évidemment inscrits, comme tous les propos. Vous voyez, on fait à Jean un procès pour un mot, on peut bien vous faire un procès pour quelques phrases. Vous avez dit que vous aviez... ce qui manquait à la France, c'est un Poutine. Voilà, c'est cette phrase-là. Et à regard de cette actualité, est-ce que vous regrettez ce propos? Moi, à l'époque, Poutine n'avait pas envahi l'Ukraine. Je vous en donne acte. Et c'était impensable. Et je vais vous dire pourquoi. Je vais vous raconter une anecdote. Le 24 septembre 1993, je reçois chez moi, à mon domicile, Alexandre Solzhenitsyn. Il vient parce qu'on va inaugurer le lendemain le mémorial de la Vendée pour que le génocide de la Vendée soit connu dans le monde entier. C'est la volonté de Solzhenitsyn que j'ai invité. Et on est chez moi, il prend sa tasse de thé, et il y a Nikita Stru, son interprète, qui est en même temps son éditeur. Et je suis avec un ami qui s'appelle Dominique Souchet, qui est un grand diplomate français. Et tous les deux, on brûle de lui poser la question sur l'Ukraine. Parce qu'on a parlé du baptême de la Russie. Alors, il y a 2 baptêmes. Il y a Chersonèse, au Xe siècle, avec Vladimir, et il y a le baptême du peuple russe à Kiev. Donc, on veut savoir et on parle. Et là, il a cette phrase, avec un air grave. Je me souviens très, très bien de cette phrase. « Si un de mes fils, un jour, me dit « J'irai me battre en Ukraine, je ferai tout pour l'en dissuader. » Et je lui dis pourquoi? Parce que ce sont nos frères. C'est notre famille. Voilà. Vous ne rencontreriez pas Poutine aujourd'hui? Pardon? Est-ce que vous rencontreriez Poutine à nouveau aujourd'hui? Alors attendez, si c'est pour faire un cessez-le-feu, même Macron le rencontre, non? Enfin, lui parle au téléphone. Bon. Vous savez, le premier geste d'Emmanuel Macron, quand il a été élu, je ne sais pas si vous vous souvenez, il a reçu Poutine à Versailles. À Versailles. Voilà. Donc voilà. Donc là, votre question, elle est différente. Et je ne vais pas la contourner, je vais y répondre. Aujourd'hui, il y a 2 choses à faire pour la France. La première, c'est d'arrêter les sanctions. Les sanctions sont des sanctions boomerang. Est-ce que vous vous rendez compte que on va acheter du gaz et du pétrole à l'Inde, et bientôt à la Turquie, à l'Azerbaïdjan? En fait, ça arrive de Russie, sauf que c'est un peu plus cher. Donc tout ça est une gigantesque hypocrisie. On est au service de l'Amérique. La puissance victorieuse qui était en difficulté, c'est l'Amérique. Elle nous vend ces gaz de schiste bitumineux et c'est un superbe débouché pour l'Amérique, et elle nous vend ses armes, notamment à l'Allemagne. Voilà. Donc je dirais simplement qu'on est dans une situation très délicate, parce qu'il y a 4 puissances nucléaires qui sont impliquées,
Donc il ne faut pas jouer avec ça. Il faut faire taire le parti de la guerre, leur dire du calme, les Baltes, les Polonais, etc., du calme. Quand je vois ce que fait Erdogan, je me dis, quel dommage pour la France. La France aurait pu jouer M. Bonzoffice, il fallait dire, moi, pas de sanctions, parce que je préserve mon peuple, je n'ai pas envie qu'ils soient en panne d'essence et en panne de chauffage. Et que je ne laisserai jamais M. le maire leur dire, mettez un col roulé, et puis demain, vous allez dormir en chien de fusil sous la couette pour plus avoir froid. Voilà, ça, je ne ferai pas ça. Et donc, en fait, la France aurait pu aurait pu prendre la position suivante, pas de sanctions, en revanche, on aide l'Ukraine. Voilà. Ça, c'était une position, c'est la position de Erdogan avec ses drones. Mais n'empêche que c'est lui qui va installer la table de négociation le jour venu. Il faudra bien qu'à un moment donné, on se mette autour de la table. Et ceux qui disent qu'il faut virer Poutine, etc., ce sont des inconscients. Mais dans l'histoire, il y a plein d'inconscients qui font monter les barreaux. Vous savez, en 14, on a monté tous les barreaux. On dit, mais non, on monte un barreau, les fiers à bras, et puis on sait quand ça se termine. Voilà. Donc là, moi, je dis, cessez le feu, on discute, et voilà. Et sachant que la France a des intérêts vitaux. L'Ukraine, ce n'est pas un intérêt vital. C'est un conflit entre l'Ukraine et la Russie sur le territoire européen. Nous, on n'est pas impliqués. Bon. Sauf à cause de l'OTAN. Mais qu'est-ce qu'on n'a rien à faire dans l'OTAN? L'OTAN est une machine de guerre américaine qui vise à nous soumettre. Parce que vous êtes du pays de l'armée qui vous défend. Ça, c'est un vieux principe. Moi, je suis une famille de militaires, je connais ça. Vous êtes du pays de l'armée qui vous défend. Donc, en fait, là, on est d'Amérique. On fait ce que les Américains nous demandent. Voilà. Et les Américains, ça fait de toute façon des décennies, on le sait, c'est l'histoire, cherchent un marché complémentaire. Et ils considèrent l'Europe comme un marché complémentaire. Donc, en fait, l'Europe, c'est la descente de lit de tout le monde. Il y a dans l'ouvrage, je reviens toujours à Les Valses de l'Adieu, un point de vue alors là qui est très politique. Donc là, celui-ci, vous ne pourrez pas me dire qu'il n'est pas politique puisqu'il se déroule dans un échange, dans un salon entre Sophie Svetchine et un jeune prêtre. Et votre héros l'écoute et le voit. Le jeune abbé déclare « Le libéralisme est une maladie de l'âme. L'esprit libéral est donc, Philippe de Villiers, une maladie de l'âme. » Oui, je pense, oui. Toute votre carrière politique, cet esprit libéral, vous l'avez partagé maintes fois. Non, j'ai toujours dit, j'ai l'esprit créatif entreprenant. Je ne suis pas contre la liberté d'entreprendre, la liberté de créer, au contraire. Je l'ai montré, d'ailleurs je laisse des œuvres derrière moi. Non, l'esprit libéral, c'est autre chose. L'esprit libéral, c'est l'idée de rompre avec une civilisation. C'est l'oubris, en fait. C'est l'idée qu'on va recréer la civilisation. C'est l'idée qu'on va s'émanciper de la civilisation. Parce que quand vous êtes libéral en économie, vous êtes libéral dans tous les autres domaines. Et on voit bien, d'ailleurs, ce qui se passe. Et je vais vous donner un exemple. Giscard Cohn-Bendit. En fait, Giscard est le fils spirituel de Cohn-Bendit. Et Cohn-Bendit, avec qui j'ai beaucoup parlé de ces questions-là quand j'étais au Parlement européen, parce qu'il était d'esprit jovial et il aimait bien parler avec moi, comme ça, pour se cogner à la vitre, comme il disait. Et un jour, il m'a dit « Nos frontières, nos limites », c'était notre programme, Giscard l'a appliqué. « Nos frontières, nos limites ». C'est-à-dire que le libéral croit que la liberté est au-dessus de tout. Mais si la liberté est au-dessus de tout, il n'y a plus de société possible. Il n'y a plus de voisinage affectif possible. Il n'y a plus de charité possible. Être libéral, c'est considérer qu'il n'y a plus de frontières. Le libre-échangisme mondial, on disait avec Jimmy Goldsmith en 1994, c'est un système dans lequel ce sont les pauvres des pays riches qui subventionnent les riches des pays pauvres. Et on voit bien ce qui s'est passé, la désindustrialisation. Le libéral croit que le marché est premier. Le libéral croit
au divin marché. Le libéral croit à la suprématie du désir. Le libéral, en fait, prépare l'homo sapiens, Z, sapiens, l'homme qui zappe. Le libéral, aujourd'hui, il est à l'aise dans le wébistan. Je poursuis sur ce jeune abbé, je ne le quitte pas, il est prêtre, c'est à saint Thomas d'Aquin. Attendez, justement, l'abbé en question, il dit saint Thomas d'Aquin, parce que il dit ça juste avant l'arrivée, oublié aujourd'hui, mais avant Marx, il y a eu les chrétiens sociaux. La Tour du Pin, Albert Demain, le docteur Villermé, qui ont dénoncé la misère dans les usines, bien avant Marx. Et les chrétiens sociaux avaient une phrase tirée de saint Thomas d'Aquin, de la Somme de saint Thomas d'Aquin, la propriété ne se justifie que si elle a une fonction sociale. Et c'est ce que dit... C'est ce que dit l'abbé. Il rajoute aussi, il dit, je vais le citer à nouveau, une maladie tout aussi mortelle s'ajoute à cette dénonciation première, c'est l'immoralité féconde en apostasie des puissants. Pire que l'esprit libéral, finalement, c'est l'esprit de trahison. Et quand on sait la charge que vous menez depuis des années contre Emmanuel Macron, on se dit que cet esprit de trahison, c'est à l'Élysée qu'on le trouve aujourd'hui. Alors, en fait, c'est pas un roman à clé. Un peu quand même, toujours. Oui, non, mais je vois bien il y avait 40 ans que vous écrivez. Non, mais d'abord, j'explique, mais je me dérobe pas, ne vous inquiétez pas. Au contraire, je vais aller j'essaie de me frotter à la vitre droit dans votre question. Mais avant, ce que je veux dire là, c'est que c'est le 19e siècle, on passe d'un régime à l'autre. Et que font les élites? Elles préparent, elles aiguisent, elles polissent une sémantique de la trahison qu'on appelle l'anticipation. C'est-à-dire qu'elles se préparent à trahir le roi, à trahir l'empereur, à trahir le consul, à trahir la République, à retrahir derrière, en prenant la bonne pente au bon moment pour dévaler la pente ou pour la remonter au bon moment. C'est un art, en fait. C'est une sémantique du mensonge que Aragon appellera le mentir vrai. Et donc ça date du 19e siècle, ça date de la démocratie libérale, la France Louis-Philipparde, etc. En fait, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Les intérêts. Voilà. Quand vous regardez ce qu'a été la France de Saint-Louis, du temps de Saint-Louis, le pouvoir est un service. Il n'y a pas de légitimité qui ne soit une légitimité pour service rendu. C'est pour ça que la monarchie a duré. Et à partir du moment où le pouvoir n'est plus un service, il est une consommation. On est en plein dedans. On vit le consumérisme politique, donc le caprice. Et le caprice, c'est une manière pour moi de faire la liaison par rapport à votre question, à la fin de votre question sur Macron. Il est évident que là, c'est l'accomplissement ultime. D'accord. Le caprice. Voilà. J'indique toujours que une de vos phrases, c'est l'histoire est le miroir du présent. Je ne sais pas si c'est un roman à clé, mais l'histoire est toujours le miroir du présent. Et donc, on peut considérer, à la limite, je dirais Louis-Philippe égale Macron, vous me diriez? Alors, oui, c'est pas mal, oui. C'est assez approchant. Vous l'avez dit pour Balladur, je vous rappelle. Oui, mais Louis-Philippe, c'est les extérieurs du pouvoir régalien, et en réalité, la livraison du pays aux intérêts. Voilà, donc ça correspond. Avec Monsieur Ingres, avec le bourgeois de Ingres, qui, avec son gousset, rebondit, voilà, le jabot rebondit, qui suit la pente de ses intérêts. Voilà. Et c'est à un moment donné, on n'est plus dans le bien commun, on n'est plus dans le bien supérieur qu'est la France. On se partage les dépouilles. Ça, c'est la France de Louis-Philippe. Mais en fait, c'est pas un roman à clé parce qu'il suffit de décrire ce qui se passe à l'époque. Alors, il y a un dernier fait d'ordre politique dans votre roman qui n'est pas à clé. Ce sont les tribulations de l'Église, de sa hiérarchie, de ses prêtres. On découvre, au-delà des prêtres assermentés, on revient à la Vendée, aux réfractaires, une Église toute tourneboulée. On ne sait plus à quel roi, république, saint, empereur, pape se vouer. On découvre une église fracturée. Là encore, cette petite église qu'on voit fracturée de la même façon en 2022, rien n'a changé. Là encore. Et le péril est grand. Ah, le péril est grand, oui.
Alors, je réponds à la petite église. En fait, la petite église, ce sont des gens qui n'ont pas accepté la constitution civile du clergé et qui regardent le Concordat comme une réplique de la constitution civile du clergé. Il faut dire que dans le catéchisme impérial, le 15 août est remplacé par la fête de l'empereur, et dans le catéchisme impérial, on explique aux enfants qu'il faut adorer, il faut respecter l'empereur parce qu'il est le représentant de Dieu sur terre. Donc ça va loin. Voilà. Quand Napoléon passe en Vendée le 8 août 1808, il est accueilli par le nouveau créateur, le nouveau supérieur du séminaire qui vient de sortir de terre, le séminaire de Chavagne, et avec un arc de triomphe sur lequel il est écrit « Vivat Imperator ». Il y a tous les séminaristes qui ont fabriqué avec de la cire de sacristie des flambeaux et écrit « Vive l'empereur ». Et l'empereur ouvre sa cassette impériale pour le supérieur qui s'appelle l'abbé Baudouin, qui a passé sa révolution en exil à Tolède, avec 70 prêtres vendéens, pour échapper à la déportation et à la mort. Et quelques années après, 10 ans après, le pauvre abbé Baudouin quitte Chavagne parce que le séminaire est fermé. Parce que Napoléon a décidé de fermer le séminaire. Voilà. Donc en réalité, c'est une période très difficile. La petite église, c'est l'église... Alors, la petite église s'appelle l'église de la fidélité. Elle garde les rites, elle garde le dogme, elle garde la morale, et elle accuse l'autre église d'avoir pactisé, l'église concordataire, d'avoir pactisé avec le monde, d'avoir pactisé avec l'Empire, d'avoir pactisé avec la politique, et d'avoir sacrifié l'essentiel de sa foi. Alors, c'est très intéressant comme histoire. Moi, je ne sais pas à l'époque ce que j'aurais fait. Mais on doit lire entre les lignes que je jette sur la petite église un regard assez favorable. J'aime bien la petite église parce que c'est l'église de toujours. Et en fait, la petite église, c'est ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est le petit reste. Deux dernières questions rapidement, Philippe de Villiers. Beaucoup d'observateurs ont noté que l'écriture du livre était, on en a parlé, enrichie d'expressions en patois, avec des termes qui sont recherchés, anciens même. Et puis bien évidemment, au cœur de cette Vendée que vous avez tant défendue et que vous défendez encore, est-ce que cette démarche fait de vous... comment vous dire cela, un Pierre-Jacques-Elias, par exemple, pour la Bretagne, ou un Vincenot pour la Bourgogne, est-ce qu'on peut vous classer comme aussi, même si ce n'est pas complet comme terme, mais moi, prenez-le sans aucune notion péjorative, bien sûr, de ma part, un écrivain de terroir. Est-ce que du terroir, est-ce que ce terme-là, vous l'acceptez? Oui. Ou est-ce que vous pensez que ce que vous dites et votre histoire, c'est au-delà de la Vendée? Ou est-ce que ce terme d'écrivain du terroir, j'ai nommé des personnalités intéressantes, est-ce que ce terme-là, ça vous conviendrait? Non seulement ça, mais j'ai élargi votre échantillon. Et moi, je suis fasciné par Barbey d'Aurevilly. Dès que j'ouvre Barbey d'Aurevilly, je me dis non, j'arrête. C'est pas possible, quoi. C'est fantastique, la Varente, etc. Donc, ce qu'a fait la grandeur et la richesse de la France, c'est ceux qu'on appelait les écrivains de terroir. Mais vous savez, on peut même mettre Pagnol. Hein. Donc c'est... ce terme-là, vous savez... Non, mais je n'accepte pas parce que je n'accepte pas les compliments à mon âge. D'accord. Donc parce que les épreuves de la vie m'ont débarrassé des vanités du monde. Mais, et puis, Jacques Elias, cheval d'orgueil, si vous voulez, c'est magnifique, voilà. Et Vincenot aussi. Ça rend très humble. Simplement, ce que je voudrais dire aux jeunes qui nous regardent, aux jeunes lecteurs qui nous regardent, c'est que la lecture est une gourmandise. Vous savez, la phrase de Montaigne disait « Il n'est pas une heure de chagrin qu'une heure de lecture déchassée ». Voilà. Et là, je suis en train d'écrire un nouveau roman historique pour l'année prochaine, parce que je continue mon roman national à moi, mes petites Madeleines de Proust à moi. Et là, je suis dans les premières phrases, je ne vous dirai pas de qui je parle,
Mais c'est un bonheur français. Voilà, voilà. Et ce que je veux vous dire, c'est que je vois bien dans nos entretiens, depuis plusieurs années, vous vous dites j'essaye de cerner Philippe de Villiers. C'est ça, oui. Ouais. Et en fait, c'est vachement simple. C'est que j'ai un amour qui grandit au fur et à mesure que je la découvre de mon jardin de paradis, qui s'appelle la France. Et je ne veux pas qu'elle disparaisse. Voilà. Oui, pas qu'elle disparaisse. Est-ce que votre Puy du Fou, le Puy du Fou de votre fils, pardon, mais le Puy du Fou dont vous avez été le créateur, est-ce que par son incroyable succès, pardonnez-moi le terme anglais, est-ce que c'est pas un firewall, c'est-à-dire un pare-feu pour que vous puissiez et pour que les générations puissent continuer à découvrir le roman national? Nico continue ce que j'ai entrepris magnifiquement, c'est lui qui a les rênes, Nicolas. Je ne vais pas prendre votre sémantique parce que je ne vais pas la contrôler. Je dirais les choses différemment. C'est une chanson de geste, au sens de la chanson de Roland, qui nous ramène à l'idée qu'en fait, la France est la seule nation qui soit une marqueterie fragile, née non pas de la nature ou du geste d'un Robin, un trait de plume, ou un groupement ethnique. La France est un acte littéraire. La France est née comme un acte littéraire. La France est née avec la chanson de Roland. La France est née lorsque Roland, au moment ultime de l'agonie, pose son olifant et se tourne vers Olivier et lui dit, d'une voix épuisée, « Tu tourneras ma tête vers France la douce. France la douce. » Ce qui faisait dire à Michelet, la France est un être de morale tout et de tendresse. La France est une fille, la France est une femme, la dame, la domina. Dans le jardin de paradis, il y a la domina et le psalterion. La domina, celle qui domine Notre-Dame, dame de désolation et de consolation. La France est une femme. Merci Philippe de Villiers, merci pour cette déclaration d'amour à la France. Merci pour cet ouvrage, La valse de l'adieu, qui est une référence à Chopin. On n'en a pas parlé, vous reviendrez pour évoquer la musique. Je ne savais pas aussi amateur de musique, et Chopin, bien évidemment. Merci, cet ouvrage qui est déjà en train de caracoler en tête des ventes depuis quelques jours et quelques semaines, eh bien, est en vente sur la boutique tvl.fr. Merci à nouveau. Merci.